Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Tous de pouvoir rentrer avec, bien entendu, la compréhension nécessaire autour des dorsales de réflexion retenues à chaque fois lors de ces grands rendez-vous, bien entendu, du donner et du recevoir à Mondovision. Bienvenue donc à cette édition, sinon la dernière, la première de ce mois d'où nous sommes le 9 pour être plus précis, bien 3 dorsales, tout au plus 4 si on pourra donc y aller, nous permettront de contourner l'essentiel de l'actualité de l'information retenue par notre rédaction. Tout d'abord, on ira au-delà de ce qu'a dit donc la presse internationale sur les événements du 31 juillet dernier, notamment l'enclave espagnole de Ceuta, où des masses populaires marocaines ont donc envahi ce pays européen, une vérité qui trahit donc bien entendu des fractures sociales au cœur de ce Maroc présenté comme en tout cas l'Eldorado économique et tout ce que vous voudrez sur le continent africain. Mais au-delà en tout cas de cet épisode assez infini, que révèle finalement la tragédie de Ceuta? Les experts en plateau nous permettront d'en savoir un peu plus dans le cadre de cette émission de réflexion en télévision. Et puis une autre thématique qui nous sera également servie, c'est donc la relation Alger-Bamako, où en tout cas le clair-obscur semble être désormais donc écarté. Les deux pays, les deux capitales regardent désormais dans une même direction. Le Premier ministre a d'ailleurs tenu cette semaine à saluer ce qu'il considère comme une coopération incontournable entre Alger et Bamako après 15 mois de, on va dire de politique, de discours assez attendus entre les deux capitales. Quelle est la plus-value d'une telle, on va dire, réconciliation au moment où le pays semble encore vibrer au rythme d'un véritable blocus sur son pétrole? On rappelle les derniers événements en date sur les 840 camion qui devrait donc alimenter le pays. Un a été pris a fait l'objet d'une attaque par les mouvements terroristes. Alger, Bamako, réconcilier, quelle perspective pour la sécurisation du Sahel? On en parlera de fond en comble. Et puis une actualité au-delà des frontières locales, c'est au Moyen-Orient avec cette alliance peut-être de circonstances, mais une alliance qui permet tout de même qu'on s'y attarde. C'est donc l'accord de la Mecque qui a été signé entre 3 pays, l'Arabie Saoudite, la Turquie, mais surtout le Pakistan. La grosse interrogation semble être celle de savoir quel avenir, notamment pour la sécurisation des monarchies du Golfe, mais surtout comment expliquer la présence notamment d'un pays comme le Pakistan dans une alliance qui a pourtant une connotation, on va dire, plus ou moins sioniste. Le Pakistan qui fait partie du traité de Shanghai avec notamment la Fédération de Russie et bien d'autres. Comment expliquer notamment cet attelage? Que vaut finalement cet accord de la Mecque dans le cadre de la perspective de sécurisation des voies commerciales, maritimes et surtout sécuritaires au cœur du Moyen-Orient? Des réponses, vous les aurez au cœur de cette édition du festin qui s'ouvre à l'instant. Le temps d'une transition derrière, on accueille le panel. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Messieurs et dames, Monsieur Jonathan, cette souveraineté, nous la construisons depuis plusieurs années avec le seul magistère de la parole. Ce sont donc des hommes d'honneur qui ont juré la main sur le cœur de ne jamais trahir cette longue lutte de libération des peuples noirs et même de tous les peuples opprimés à travers le monde. Ils sont autour de moi pour en parler. Le tout premier, Jonathan Batingene, sociopolitiste, chers messieurs, très heureux de partager encore ce moment de réflexion en télévision avec vous. Bienvenue. C'est toujours un plaisir immense et inouï de se retrouver ici en votre magnifique présence et en celle de nos illustres aînés de combat. Ouais. Vous savez que quand ce combat aboutit à des victoires, tout le monde festoie, tout le monde se réjouit. Mais quand dans les moments de la victoire a plusieurs parents, Jonathan. La victoire je ne vous l'apprends pas. La défaite rend orphelin. La défaite rend orphelin.
Mais il faut aussi noter que sur le chemin de la victoire, on est très souvent orphelin. Et nous avouons que par les chemins où nous sommes passés, regardez un peu ce que le sujet qu'on va aborder sur l'Algérie. Nous avons été un moment orphelin. Ouais. Et aujourd'hui, il y en a même qui n'ont même pas le courage de reconnaître qu'il s'agit d'une victoire panafricaniste. Nous voyons encore quelques gens traîner la langue. Les activistes des réseaux sociaux qui hier Ils vont pas aimer Jonathan. criaient, je ne sais pas, ou bien au terrorisme algérien, à tout ceci, ils ne savent plus quoi dire. Je les lis depuis un temps. Ils cherchent des tournures pour se donner raison, se contenir dans leur défaite. Mais nous disons à toute l'opinion, être orphelin sur les chemins de la victoire, si tel est notre sacerdoce, nous allons l'assumer. Aujourd'hui, nous allons encore aborder un sujet qui fait de nous des orphelins sur le chemin de la victoire, le repli communautarisme au Cameroun. Et la volonté de trahir la mémoire des grands résistants comme le grand camarade Ernest Ouandjé. Vous savez, le privilège immense qu'aujourd'hui j'ai de dire le grand camarade Ouandjé, je ne m'imaginais jamais le dire. Mais aujourd'hui, quand je le dis, c'est avec fierté parce que dans les milieux upécistes, on me le reconnaît, cette légitimité de dire le grand camarade Ouandjé. Comme le matin, j'écrivais encore quelque part, l'upécisme est l'âme immortelle du Cameroun. Bien mieux, c'est l'âme immortelle de l'Afrique. Parce que c'est grâce à l'upécisme qu'aujourd'hui le panafricanisme revit. Nous devons rendre hommage aux upécistes de la première heure. Ernest Ouandjé, Ruben Oumniobé, Osende Afana, Félix Laurent Mounier, Ernest Ouandjé. Ces hommes. Et à travers eux, tous ceux qui ont porté la flamme upéciste, c'est au moment de s'incliner aussi devant la mémoire du grand homme qui a travaillé à l'érection du grand président Bandakani, le président Ekane Anissé. Dans la carrière politique d'un homme, on ne peut pas être parfait. On n'a pas l'obligation d'être parfait. On fait souvent sa part. Et l'histoire, c'est comme l'histoire de Moïse dans le livre sacré des Juifs ou du judaïsme, la Torah. Moïse a été le prophète, le grand prophète il a été le grand prophète de la Torah. Mais dans le Pentateuque, Moïse a aussi péché quand il s'est arrogé un certain nombre de miracles où il aurait dû rendre gloire à Dieu, au vrai Dieu. Et là, il a péché, il a perdu les privilèges qu'il avait conquis vaillamment sur un chemin où il avait été orphelin. Parce qu'il a même été parfois pourchassé par les mêmes gens qu'il allait sauver. Lui a dit que comme il avait tué un Égyptien, que c'est lui le problème. C'est même lui qu'il faut tuer. Il avait fui. Il n'avait pas fui les Égyptiens seulement, il avait fui même ses frères. Donc, le président Anissé Ekane, nous lui rendons un vibrant hommage pour son engagement, son combat. Et avec lui, tout le directoire de l'UPC Manidem, qui avait porté le combat à la mort du grand camarade Ouandjé, la grande sœur Henriette Ekoué, le grand frère patient Parfendo. Il y en a qui tiennent encore, il y en a qui sont malheureusement dans une autre démarche. Mais ils ont porté la flamme à un certain moment. Et ils ont gardé cette flamme allumée jusqu'à ce qu'un grand combattant comme le président Bandakani prenne le relais. Et qu'aujourd'hui, il porte le combat dans une autre dimension. Ces grands héros de notre histoire, un jour viendra où on va les célébrer dans les écoles. On va les enseigner. Il y a ce qu'on appelle souvent dans les sciences les précurseurs, qui ne sont pas les fondateurs, mais participent à l'érection des fondations, des bases. Ils ont été des précurseurs dans ce grand renouveau panafricaniste. Le président Bandakani a le mérite d'être le fondateur, le pionnier qui a donné finalement son nom de baptême à ce combat. Et il a révolutionné jusqu'à une certaine dimension. Aujourd'hui, nous accomplissons avec lui à ses côtés notre part aussi. Qui sait si elle va aboutir
de notre vivant, ou qui sait, si nous allons être des acteurs dans une autre dimension également, comme l'a été le président Bandakani. Mais dire le grand camarade Wandje, c'est un privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui disent le grand camarade Wandje, on lui dira comment il est ton camarade. Tu n'as jamais montré des signes d'être le grand camarade, le grand camarade du grand camarade Wandje. Donc aujourd'hui, nous rendons hommage à ce grand nationaliste et à tous ceux qui ont porté son histoire. Il est un modèle pour les jeunesses actuelles. Il y a toute une école révisionniste qui est en train de se fonder, qui veut à tout prix tribaliser les figures de l'histoire et qui a envie de porter André Marine Bida, le premier ministre de la première forme de l'État du Cameroun, premier dirigeant de l'État du Cameroun néocolonial. Il y a des figures qui veulent l'ériger en héros national ou bien en fondateur de l'État du Cameroun. Ce procès sera certainement ouvert. Il est légitime même. Mais nous disons à ceux qui le font de ne pas le faire sur des considérations tribales. Il faudra le faire de manière saine. Il faudra poser les faits historiques tels qu'ils se posent. Souvenons-nous que le grand premier ministre André Marine Bida, quand il arrive à Boum-Yébel, il tient un discours qui est une trahison de l'histoire. C'est dans ce discours, il traite Oumyobé et les siens de sorte de rebut qui ne méritent même pas. Il leur donne un ultimatum en donnant l'impression que lui-même contrôlait l'État du Cameroun. Vous savez combien de mois il a fait après ce discours? Non. Même pas 1 an, même pas 6 mois. C'est pour lui montrer qu'il se trompait déjà. Ceux qui veulent en faire le fondateur, qu'ils se souviennent de ça. Être fondateur ne signifie pas aller trouver seulement les armoiries et tout ça. Être fondateur, c'est aussi participer à l'érection d'une philosophie politique. Et cette philosophie politique, le discours de Boum-Yébel était une trahison du Premier ministre André Marine Bida. Cette trahison, l'histoire ne l'oubliera jamais. Il n'a jamais traité les nationalistes à la hauteur de ce qu'ils étaient. Il les a considérés comme étant des concurrents. Lui, dans le projet de faire plaisir au maître. Sauf qu'il était un esclave qui avait oublié. Il fait comme les Sénégalais. Il ignore que quand le maître t'appelle bon esclave, ça veut dire que tu es l'esclave qui ne veut jamais s'affranchir. Et que le jour où tu montres des signes d'affranchissement, le maître te rappelle à l'ordre. C'est ce qu'a été André Marine Bida dans la stratégie coloniale. Le bon esclave qui à un moment a servi les ambitions du maître. Et puis au moment où il a cru qu'être un esclave était autre chose que simplement être le servile serviteur du maître, il a été rappelé à l'ordre. Et il a été chassé en moins d'1 an, en moins de 6 mois. Il a été chassé. Lui qui avait traîné le cadavre des nationalistes, lui qui avait traîné le cadavre des nationalistes, a été chassé à la fin comme quelqu'un qui ne vaut rien. Et où est-ce qu'il a fini? Où est-ce qu'il a fini? Le grand historien Eno Meyomesse qui porte aujourd'hui cette cause, nous voulons aussi que le nez prenne un temps de recul. La tribalisation des figures de l'histoire n'est qu'une entreprise néocoloniale. Les figures de l'histoire ne sont pas tribalisables. Les héros et les pères fondateurs de la nation sont ceux qui ont contribué de manière significative à l'érection de cette nation. Si il faille revenir jusqu'à André Marine Bida, eh bien il faudra revenir jusqu'à l'école de Foulassi. Et il faudra donc faire rentrer dans l'histoire les figures occidentales qui ont contribué à l'érection de notre hymne national. Parce que l'hymne national, on ne parle que de nos figures, africaines. Mais est-ce que les gens ne savent pas qu'il y avait aussi des blancs derrière des occidentaux? Donc ces occidentaux-là aussi rentreront dans notre histoire. Donc il faudra qu'on prenne le temps
de vraiment étudier qui mérite de rentrer dans cette histoire, le Panthéon sera ouvert. C'est une bonne œuvre qui est en train d'être inaugurée avec tout ce procès qui est fait. Mais nous disons que comme le néocolonialisme et les héritiers de la pensée néocoloniale veulent faire de l'histoire une affaire néocoloniale, nous allons veiller à ce que l'histoire soit décolonisée. Nous allons y veiller. Nous avons un avantage, c'est d'être un peu plus jeunes qu'eux. Eh bien, nous allons confronter les sources historiques. Et je tiens à rappeler un dernier fait. J'ai été en Boissoum, je cite toujours, avec vous, mon frère Fabrice Ndom. Nous étions devant les chefs Bakossi qui nous ont dit Ernest Ouandjé n'a jamais été et ne sera jamais un bandit. Il a été hébergé pendant 8 mois chez ces chefs-là. Ils disent que c'était un homme humble, qui n'avait pas de préoccupations matérialistes et qui n'était pas à la tête d'une armée tribaliste qui visait à coloniser les terres du Mungo. C'est un mensonge qui est repris par des gens qui veulent à tout prix se donner de la contenance et qui veulent justifier un projet de repli identitaire. Les chefs de Mboissoum sont encore vivants. Et quand je dis chef de Mboissoum, je parle de Mouangel et tous les autres villages qui sont jusqu'au sud-ouest, dans le Fako. Ils peuvent témoigner de cette histoire parce que ça fait partie de la zone. C'est là-bas que j'ai su que le grand camarade Ouandjé avait utilisé les terres du Mungo, du Onkam, du Nkam, du Fako comme étant zone de repli stratégique. Il s'est faufilé. Fabrice, vous avez suivi avec moi. On nous a donné son itinéraire. La description en tout cas de leur si bien que, ayant donné le nom de mon village, Bebondo, à un des chefs, il m'a rappelé qu'une de nos sœurs avait été prise en mariage dans les environs et que le grand camarade Ouandjé avait eu des passerelles qui l'ont amené jusque dans l'Onkam. Donc, manipulateur de l'histoire, révisionniste, votre discours va s'arrêter. Nous n'allons pas laisser passer ce moment. C'est un moment où nous invitons nos frères sénégalais qui aiment souvent nous dire Camerounais, préoccupez-vous du Cameroun. Nous les invitons à regarder avec humilité comment nous on s'occupe bien des problèmes camerounais. Et comment nous savons aussi être orphelins sur les chemins de la victoire. Parce que même certains panafricanistes nous ont abandonnés en chemin en disant, sur le chemin là, il faut quand même être un peu tribaliste. Nous ne le serons pas, nous allons refuser cela. D'accord, merci infiniment à vous, chers messieurs. Le temps est donc donné, on comprend très bien que ceux qui s'engagent en tout cas sur le chemin d'une forme de révisionnisme de l'histoire de notre cher et beau pays le Cameroun, nous rencontrerons sur leur chemin. D'ailleurs, on a commencé à poser le débat lors de ce congrès du NMP où les panafricanistes ont tenu à restaurer la mémoire de M. Ernest Ouandjé. Je crois que cela en valait clairement la peine, même si les débats continuent dans les chaumières. La veille médiatique panafricaniste fera toujours et toujours son travail. Merci, cher ami Jonathan Président, vous êtes également à nos côtés. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à Jonathan Batingini, ce formidable compagnon de lutte que le vrai Dieu nous a donné. Bonsoir à l'équipe technique. Je connais tous les efforts qu'elle déploie pour que les émissions puissent se tenir et être dans les standards requis. Que cette équipe reçoive ici tout le soutien du panel et mon soutien personnel et mes encouragements. Je salue tous les affidés qui sont déjà scotchés. À eux aussi, je rends un vibrant hommage parce que ce n'est pas facile, ce travail-là. Pan-African Media n'est pas encore dans les, comment vous appelez ça, dans les canaux télévisuels. Tout à fait. Le canal de télévision. Obligé de mettre des mégas pour suivre. Tout à fait. Ça ne saurait tarder. Donc à tous ceux qui font des efforts extraordinaires pour nous suivre en termes de mégas, etc., nous sommes reconnaissants. Je les salue. Je salue... je pense que Charlie devrait nous rejoindre. Tout à fait. En attendant qu'il soit là. Donc voilà, je salue tout le monde et voilà, le festin va commencer. Eh bien, que le débat soit donc, cher monsieur, on va observer. Président Jonathan, sur ce plateau, on rappelle qu'on
donnera certainement de l'espace pour les contributions aux standards, puisqu'ils sont nombreux à nous écrire à chaque fois, Président Jonathan, pour essayer eux également de pouvoir communier avec vous sur le plateau. Surtout que ce n'est pas toujours facile de les avoir, compte tenu parfois de l'ampleur des débats et des échanges sur le plateau qui ne nous le permettent pas. Je crois qu'aujourd'hui, le contexte étant celui que nous connaissons et que nous voyons, peut-être on donnera la parole aux téléspectateurs afin de leur permettre aussi de s'exprimer. Le temps d'une transition derrière, messieurs, on évoquera avec beaucoup plus d'emphase l'actualité à l'enclave, notamment espagnole de Ceuta. Les médias constituent l'un des principaux instruments stratégiques utilisés par l'Occident pour exercer son influence sur les peuples africains. Il est donc nécessaire que l'Afrique développe ses propres canons du journalisme et des sciences de la communication afin que le continent accède à une véritable souveraineté informationnelle dans un monde multipolaire. C'est dans cette perspective qu'est né le journalisme interculturel à l'université de Yaoundé 1. Le journalisme interculturel est porteur d'une vision panafricaniste. Il offre une formation professionnelle théorique et pratique complétée par un stage en entreprise à Deutsche Freund 2, Zen Fili Africa et Pan-African Media TV. La formation s'adresse aux étudiants camerounais et étrangers titulaires au minimum de Master 1, d'un DIPES 2 ou de tout autre diplôme équivalent. Au programme de la formation Histoire de l'Afrique, panafricanisme, géopolitique, géostratégie. La formation en journalisme interculturel présente 5 principaux atouts. La déconstruction des discours coloniaux et néocoloniaux. Une formation fondée sur l'histoire et les cultures africaines. Des encadreurs véritablement panafricanistes. Un encadrement académique et professionnel de proximité. Un accompagnement socio-professionnel après stage en entreprise. Les candidats à l'année académique 2026-2027 ont jusqu'à la fin du mois de novembre 2026 pour déposer leur dossier à l'annexe de l'université de Yaoundé 1 à travers le chargé des affaires académiques, le docteur Jacabel Onia. Contact. Se former en journalisme interculturel, c'est tourner le dos à l'école coloniale pour entrer à l'école de la renaissance de l'Afrique comme berceau de l'humanité. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Et voilà, de retour sur ce plateau central, des milliers de personnes ont donc été prises au piège le 31 juillet dernier entre la mer, les frontières, mais surtout les calculs des États. À ce État, porte d'entrée donc de l'Europe sur le continent africain, la question migratoire a eu une nouvelle fois pris une dimension dramatique, mais surtout géopolitique. La crise récente a rappelé une réalité. La migration n'est plus seulement une question humanitaire ou encore sociale pour des individus qui cherchent bien entendu le mieux-être. Elle est devenue un enjeu de sécurité, de diplomatie, mais dans une certaine perspective également de puissance. Ce État est donc à cet égard un territoire emblématique, une frontière européenne en Afrique, un espace où se croisent les intérêts de l'Espagne, du Maroc, de l'Union européenne et plus largement les dynamiques migratoires venues d'Afrique. Et lorsque des milliers de personnes se retrouvent soudainement aux portes de l'Europe, une question s'impose. Qui contrôle réellement les flux migratoires? La crise de ce État a également ravivé les interrogations sur l'utilisation de la migration comme moyen de pression dans les relations entre les États. En 2021, déjà l'arrivée massive de migrants toujours dans cette enclave avait provoqué une crise diplomatique entre Madrid et Rabat. Amnesty International avait d'ailleurs dénoncé le fait que les migrants, y compris des enfants, puissent être utilisés comme pions dans un affrontement politique entre grandes puissances. Mais derrière ces rapports de force, il y a surtout des femmes, des hommes, des enfants, des vies qui se retrouvent au milieu d'une véritable stratégie qui dépasse clairement l'entendement des uns et des autres. Allez, monsieur, on va revenir pour poser donc la réflexion autour de ces événements de ce État. Jonathan Matingene, beaucoup ont parlé notamment d'une crise migratoire. Mais est-ce que lorsqu'on regarde cette actualité de plus près, est-ce qu'il ne s'agit pas beaucoup plus d'un véritable agenda géopolitique? Si tel est le cas, lequel était pour le cas échéant, bien entendu, activé? En fait, vous devez d'abord comprendre que la question migratoire n'est pas un phénomène
en soi qui relève du champ politique. Question migratoire en Afrique, c'est un fait culturel. Il y a des peuples en Afrique qui sont réputés être des peuples nomades. En Afrique, nous avons des peuples nomades. Si vous prenez, par exemple, les peuples Mbororo au Cameroun, les Mbororo ne connaissent pas ce qu'on appelle la sédentarité. C'est l'État néocolonial qui aujourd'hui veut leur imposer la sédentarité. Les Mbororo connaissent circuler avec les troupeaux. C'est un peuple pasteur. Vous avez en Afrique plusieurs peuples qui sont comme ça. Si vous prenez les Tutsis. Les Tutsis sont d'abord un peuple nomade. D'essence pasteur. Son économie, c'est l'économie pastorale, c'est-à-dire l'élevage. Vous allez au niveau du Maghreb. Les peuples qui se sédentarisent depuis la colonisation ottomane, les peuples dits bédouins, les berbères pour la plupart, qui sont aujourd'hui réputés des bédouins. Les bédouins sont des peuples nomades qui se déplacent. Et ils ont toujours fait le commerce entre l'Afrique noire et le Moyen-Orient. De manière historique, indépendamment de l'islam. Eux, ils faisaient comme ça. Ils aimaient faire ça. Et d'autres faisaient le commerce entre l'Afrique noire et l'Afrique, je dirais comme ça, parce que avant l'Afrique noire commençait en Tunisie. Les Bédouins avaient des petits hameaux dans des zones là-bas, ils avaient des petits hameaux, mais vous aviez l'Afrique noire qui commençait déjà depuis la côte tunisienne. Et ils étaient en commerce avec des peuples, d'autres peuples qui étaient de l'autre côté de la mer, l'Italie, l'Espagne. Quand je dis ça, un élément pour ceux qui voyagent qui va leur paraître un peu anodin, c'est que vous arrivez dans certaines localités en Algérie, il y a les influences espagnoles. C'est-à-dire que les noms sont hispaniques. C'est pareil également dans certaines zones de l'Algérie, vous avez des noms qui sont italiens. Les influences italiennes. C'est pareil avec le Maroc. C'est pareil avec la Tunisie. D'accord. Ce sont des pays où les populations bédouins qui étaient des pasteurs, qui étaient des personnes qui se déplaçaient beaucoup, les nomades, assuraient un certain nombre de déplacements. De même aussi, il y a des peuples qui en Afrique subsaharienne sont des peuples, j'ai pris les Mbororo. Il y a les peuples comme au Cameroun, les peuples réputés être Bamileke. Ce sont des peuples qui se déplacent énormément. C'est des peuples migrateurs. Vous allez, quand vous réveillez un matin, Fabrice, je prends par exemple, pour ceux qui ne comprennent pas, la différence anthropologique et culturelle qu'il y a entre les peuples qui ont une culture du déplacement et les peuples qui sont parfois très sédentaires. Et la sédentarité parfois due au fait que vous êtes dans un environnement où les ressources sont accessibles. Vous prenez les peuples du Poutou, de la côte du Cameroun, disons les peuples Sawa. Ce sont des peuples qui migrent très peu, mais dont les migrations sont durables. C'est-à-dire que quand eux ils se déplacent, parfois ils se déplacent pour aller recommencer une nouvelle vie en perdant le contact avec l'ancien, avec le territoire de départ. Mais les autres peuples ont intégré la migration dans leurs économies culturelles. Au Sénégal, vous avez aussi des peuples comme ça. Tout à fait. Alors, la migration est d'abord un fait culturel. Donc, il y a des peuples qui, à l'intérieur du continent, ont cette propension à se déplacer de manière historique. Leurs ancêtres avaient déjà développé cette économie. Ils reproduisent cette économie. C'est d'abord, il faut restituer la migration dans le contexte continental. Et ces peuples qui ont une culture de la migration migrent en majorité dans le continent. Migrent en majorité dans le continent. 80% de la migration se fait dans le continent. Seuls 20%, et ça c'est une statistique qui date des années 80, qui est restée constante jusque dans les années 2000. Malgré tout le matraquage médiatique qui fait croire que les Africains sont tellement misérables sur leur continent qu'ils ne rêvent que de sortir du continent. La statistique que je donne reste constante.
Laquelle? 80% des migrations, des flux migratoires africains se déroulent à l'intérieur du continent. Il y en a qui pensent même que c'est monté jusqu'à 87%, donc à près de 90%. Il y a des études. Donc les plus grands flux migratoires sont à l'intérieur du continent. C'est pourquoi, parce que c'est intégré dans les modes de vie culturels. Vous avez certaines populations au niveau du Niger qui sont des peuples purement dans les économies migratoires. Je vous prends le cas, par exemple, vous avez cette population qui vient du Niger. C'est un peuple, je ne sais pas si ce sont les Haoussa ou bien les Fulani du Niger. Ils viennent toujours à partir du mois de janvier, dans la saison sèche. Ils viennent en fin d'année là. Ils vont arriver bientôt au mois de septembre, novembre. Ils vont arriver jusqu'à Douala, Yaoundé. Ils traversent Yaoundé, ils viennent jusqu'à Douala. D'autres vont jusqu'ici au sud-ouest. Ils s'installent dans les grandes villes. Ils offrent comme service les produits d'entretien de cheveux, d'entretien de la peau. Ils tressent aussi les femmes. Leurs femmes tressent les femmes. Et on ne voit pas trop leurs hommes. On voit pas trop leurs hommes. Ces femmes-là viennent parfois avec les enfants. C'est une économie, hein. Ce sont des flux migratoires dans le continent. Ça ne dépend pas d'abord de la pauvreté et tout ce qu'on veut vous raconter. Il faut faire ça pour d'abord décoloniser l'image de ce qu'on appelle la migration. D'accord. La migration n'est pas simplement la recherche de conditions de vie. Les meilleures conditions de vie. La migration, c'est aussi un fait culturel, vie. Une économie encastrée dans la vie d'un peuple. C'est ce mode économique, c'est par ce mode économique que ce peuple réussit à assurer sa propre survie. Il n'est même pas dans une logique d'amélioration, c'est-à-dire qu'il est resté là, il dit bon, ici là je me sens pas bien, il faut que j'améliore. Non. Lui, c'est que ce peuple a organisé que quand les pâturages sont pas verts ici, ils sont verts de l'autre côté, ils connaissent déjà la géographie des territoires et ils utilisent ces espaces pour pouvoir maximiser leur subsistance. C'est une économie culturelle, la migration. Le contexte africain va connaître quelque chose de différent. Parce que la construction de l'État néocolonial va obliger à la sédentarisation des peuples sur des territoires, avec la construction des frontières néocoloniales. Parfois, ces territoires ne renvoient même pas aux limites territoriales de l'espace d'un peuple, qu'occupe un peuple avant la colonisation. Donc, on a souvent vu que les frontières artificielles de la colonisation sont venues diviser certains peuples. Or, ces peuples ont maintenu les contacts. Et l'État néocolonial a la prétention de réguler la circulation de ces peuples dans les espaces. Et on va donc considérer qu'un peuple qui circule dans son espace historique est un peuple qui migre. Donc si vous prenez par exemple les peuples Fulani, les peuples Haoussa qui sont partageant le Niger, le Cameroun, le Nigeria et d'autres pays, on va vous dire que ces peuples-là migrent, alors qu'eux ils se déplacent simplement dans leur territoire historique, ou bien dans un territoire historique qui est le leur, ou dont ils ont la maîtrise. C'est l'État, l'entité artificielle qui a été créée, qui est une anomalie sur leur territoire. Donc il y a d'abord ce premier élément de la question migratoire qu'il faut baliser. Deuxième facteur, c'est la migration dans la perception du discours colonial. Occident-Afrique. Quelle est la place de la migration? L'Occident a pendant longtemps, à travers les sciences sociales coloniales, mais aussi à travers le discours médiatique, construit un narratif suivant lequel la migration est un phénomène de fuite de mauvaises conditions d'existence d'un territoire donné, qui est généralement le territoire de la colonie, vers la métropole. Voilà l'image et le narratif qui domine la perception de la migration. Quand vous écrivez même migration, dans la tête de 98% des Africains et des gens qui regardent, c'est un Africain qui fuit, c'est un habitant de pays pauvres qui fuit son territoire à cause de la pauvreté, la guerre, pour aller vers les fameux Eldorado. C'est une construction coloniale et néocoloniale
qui a été imposé dans le narratif dit des sciences sociales est celui des médias. Les acteurs qui participent à l'alimentation de ce discours sont les hommes politiques, la fameuse société civile financée par l'Occident et la sphère médiatique qui dans son entièreté a reçu cet argument comme étant ex cathedra, comme un argument sacré, inviolable, indépassable. C'est cette perception qui domine aujourd'hui quand on parle de la migration. Et qu'est-ce que cela a induit? Ce discours a induit une gestion de la migration qui, on dirait en sciences sociales néocoloniales, qui est sui generis, c'est-à-dire qui est conséquente. Et cette gestion implique quoi? Le migrant est vu, est perçu comme étant le porteur d'une pauvreté. Vous voyez, il vient d'abord d'un pays pauvre. Hein? Donc c'est un misérable. Comme s'il n'a ni compétence, hein? Ni capital culturel, ni capacité de faire fructifier ce qu'on appelle le potentiel humain. Le migrant est vu comme un éternel pauvre. Un pauvre inutile qui arrive, à qui on donnera donc tout. Donc en fait, le migrant vient pour récupérer les choses. Voilà la perception qui domine. Donc la gestion du migrant part du principe que on lui a fait même intérioriser dans la gestion du migrant là-bas que tu n'as rien. Et c'est un mensonge. Le migrant qui se balade, qui va jusqu'en Occident, il vient avec des compétences. C'est-à-dire que c'est une ressource économique que l'Occident capte. Mais comme l'Occident doit montrer à cette ressource économique qu'elle ne vaut rien, qu'elle doit la prendre gratuitement, ou bien la prendre et la manipuler comme elle veut, elle lui dit que tu ne vaux rien, tu es un pauvre. Voilà comment on gère le migrant. On lui fait d'abord comprendre qu'il est un pauvre. Un pauvre qui ne vaut rien. Oh, il est porteur d'une compétence. Hein? Vous avez des migrants qui se déplacent. Moi, il y a des amis qui sont allés de manière clandestine. Je ne sais pas encourager, mais ils l'ont fait. Bon, c'est leur manière. Moi, je les salue. Ce sont mes frères. Quand ils reviennent avec un peu d'euros, là, on se partage ça autour d'une bière. Bon. Les migrants qui arrivent en Occident, j'ai des amis qui avaient des compétences en chaudronnerie. J'ai même des amis qui étaient chaudronniers, soudeurs homologués. Vous connaissez ce que c'est qu'une formation de soudeur homologué. Quand il arrive en Espagne, on dit qu'on va le remettre à l'école pour y apprendre. Je vais vous dire comment eux ils font ça. Pour cet ami, il m'a dit je dois juste faire ça pour faire plaisir aux Blancs. Il faut que le Blanc... Je vais vous dire comment il voit les choses. Il dit je vais faire ça pour faire plaisir aux Blancs. Vous avez des gens qui sortent, ils sont de très bons cuisiniers. Il a travaillé au Hilton, il a travaillé dans les grands hôtels, les hôtels de référence de ces gens. Mais quand il arrive là-bas, il dit je vais recommencer une formation. Pourquoi? Parce qu'il doit jouer le jeu. Le migrant joue le jeu. Donc, la relation avec le migrant joue le jeu face à un système qui veut lui faire croire qu'il ne vaut rien, alors qu'il sait qu'il vaut quelque chose. Voilà comment on présente. Et c'est la perception qu'on donne à tout l'Occident. Dans tout l'Occident, le peuple occidental. La perception qu'on leur donne des migrants qui arrivent, c'est des vauriens. Ce sont des vauriens. C'est une bande de vauriens qui arrivent. C'est pour ça que le jeune occidental, quand il voit un Africain qui arrive, quoi qu'il le gars est sorti de la brousse, c'est un gars qui attend qu'on lui donne à manger, qu'on lui donne tout. Et l'Africain dans ce jeu de dupes, parce que c'est finalement un jeu de dupes, l'Africain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner l'impression à ces gens que vous avez raison. C'est pourquoi ils acceptent toutes les conditions un peu bizarres qu'on leur propose parfois. On lui dit non, pour t'intégrer ici, comme tu es arrivé, tu commences à faire ceci, tu fais d'abord une formation. Il dit bon, quand il appelle même la famille, il dit bon, vous savez que ici là, le blanc va encore te former pour t'apprendre. Même s'il sait faire la chose, il dit je vais apprendre à nouveau. Peut-être qu'ils ont leur standard. Mais ça participe aussi de l'humilité légendaire de l'Africain. Parce que les Occidentaux ne sont pas prêts à se plier aux mêmes conditions ailleurs. L'Africain va le faire. Deuxième élément de gestion, les pays occidentaux présentent les migrants comme des porteurs d'insécurité. Tout à fait. C'est un discours qui a... Pour eux, le migrant, oui, le migrant,
le criminel en puissance qui arrive. Je tiens à rappeler que beaucoup de migrants meurent dans les filières criminelles, dans les mains des filières criminelles de passage, qui sont tenues par les mafias occidentales. Personne n'en parle. La mafia italienne. Ouais. La mafia italienne. Elle a des filières de passage. En Libye, au Maroc, Également. et même en Tunisie. Et même en Algérie. Cette mafia qui a des filières de passage a des ramifications. Ses associés sont de l'autre côté. Ces mafias-là ne sont jamais présentés comme étant ceux qui instrumentalisent les migrants. Non. On trouve même que ces mafias-là sont juste des acteurs qui se font un peu d'argent. Le vrai acteur criminel, c'est le pauvre migrant qui est entre les mains de ses ravisseurs. C'est quand même une aberration. Donc, pour eux, le migrant, c'est un porteur d'insécurité. Conséquence, en Occident, vous allez voir une autre conséquence. Dans la gestion des migrants, les hommes politiques qui entretiennent ce discours sont les hommes politiques, ils se sont spécialisés, les hommes politiques de droite et d'extrême droite. Du moins la grande droite. Surtout celle de la grande droite. Oui, la famille de la droite. Leur spécialisation, c'est de criminaliser le migrant. Ouais. Or, si vous prenez les statistiques nationales de ces pays, vous prenez les taux de criminalité, vous essayez d'établir une corrélation avec les taux migratoires, vous ne trouverez aucune relation. Je vous parle d'études qui ont été menées. Deuxième élément, vous prenez les criminels reclus dans les maisons d'arrêt. Quand je dis criminels, c'est-à-dire les personnes, pas les personnes prévenues, les personnes interpellées, qui ont été exploitées, dont les procès ont abouti à la condamnation pour des actes criminels. Et quand je parle d'actes criminels, je parle d'actes criminels avérés. Pas ceux qu'on va prendre pour, on va dire que les problèmes de mœurs, tout ça. Non, je parle d'actes criminels comme étant, bon, disons même avec les problèmes de mœurs. Même les problèmes de mœurs sont intègres. Vous allez voir que tous ceux qui sont dans ces registres-là, la majorité, ce sont les fils du pays. Les fils du pays. Ce ne sont pas les criminels qui sont venus d'Afrique. Deuxième facteur, vous verrez que parmi, quand il s'agit de criminels dont le nom a une consonance africaine, c'est un enfant du pays, qui est né au pays, qui est issu de parents qui sont issus de l'immigration. Mais vous savez pourquoi il est devenu criminel? Non. Parce que le discours qui criminalise l'Africain a traduit les politiques d'intégration en politique de marginalisation. Et que la discrimination pour les questions d'employabilité au sortir de l'école, dont l'inégalité des chances, est davantage renforcée contre cet enfant issu des parents de l'immigration. Donc, le système fabrique un enfant à qui on fait rêver qu'il est français, mais à qui on dit à la fin, quand il faut le recruter, mon ami, tu n'es pas encore un français comme il faut, ou bien tu n'es pas encore un espagnol comme il faut. Ton thème n'est pas conforme au thème de la France. Ta tête et ton nom ne sont pas encore conformes, ton nez n'est pas le nez d'un français normal. Cet enfant-là est dans les quartiers. La montée en puissance d'une élite de petits délinquants qui sont instrumentalisés par la haute délinquance nationale. Si vous prenez par exemple, je prends la DZ Mafia, qui est aujourd'hui le meilleur moyen de diaboliser l'Algérie en France. On prend des Français issus de l'immigration algérienne. C'est-à-dire que, bon, je n'aime même pas dire algérienne, des Français issus de l'immigration, des Français algériens. C'est avec les Français algériens, ils ont dit qu'ils ne sont plus algériens, ils sont français, ils sont rentrés dans leur pays. Donc ces Français issus de l'immigration là, qui sont de retour dans leur pays, parce que bon, les Algériens, les vrais Algériens ont dit que nous on ne veut pas de vous, ils ont dit eux ils sont alors français, ils sont rentrés à Marseille. Les patrons de la DZ Mafia sont les anciens patrons de la French Connection, qui sont pour la plupart des gens qui entretiennent une relation avec l'Algérie historique. Ces gens-là sont les corses de contrebande. On appelle cela de criminalité. Les corsaires. Corsaire, c'est pirate. Ça vient de Corse. Quand on dit que tu étais un corsaire, donc tu es un pirate, tu es un voleur, un bandit pour le compte de l'État.
Mais c'était légalisé. Les Corses sont les patrons de la mafia française. Ils sont les intermédiaires de leurs homologues italiens qui sont à New York. Qui eux sont les intermédiaires de leurs patrons qui sont au Vatican et à Washington. On prend donc des mafieux comme les Corses. On leur donne le contrôle de tout un marché de la mafia avec les ramifications maintenant en Côte d'Ivoire. Vous voyez que les Squazini, tout ça, ils sont venus chercher du boulot chez Ouattara, l'autre petit patron de la mafia. Quand il y aura désormais une petite mafia ivoirienne en France, on vous dit les Ivoiriens sont des criminels. Alors que leur patron, le voilà qu'on est en train de doudouiller là-bas en Côte d'Ivoire. On le doudouille, on le bisounours. On dit non, c'est le tonton Ouattara. Il y en a même peut-être en France qui l'appellent Papa Ouattara. Hein, comme on a vu des gens qui appelaient le président Bongo, Papa Bongo. Ouais. Hein? On a vu un avocat, non? Comme celui qui passe souvent là. Voilà, Bougie. Il n'a même pas le courage de dire Monsieur Bongo. Il dit Papa Bongo. C'est ton père comment? Tu es né de ses entrailles. Il t'a adopté. Et Papa Bongo, Papa Bongo. Les Ivoiriens appellent ça la talakou, mais on voit tous les jours. Un avocat le fait. Un avocat, on l'appelle, on dit que c'est un homme sérieux. Il fait la talakou dans ses émissions. Il dit Papa Bongo. Donc, vous prenez ces gens-là qui sont issus de la migration. Ils sont en proie à ces patrons de la criminalité qui sont parfois des gens qui ont simplement en partage avec eux le nom et l'origine des parents. Mais qui dans le fond sont pro. Quand vous prenez un patron de la DZ Mafia, le patron de la DZ Mafia, quand il parle de Marseille, hein, il ne parle pas de... C'est les grands supporters de Marseille, les patrons de la DZ Mafia. Donc l'équipe de Marseille même, ils disent que c'est eux parmi les ultras. Ils sont les plus ultras là-bas. C'est eux. Quand vous entendez que les ultras ont tabassé quelqu'un, c'est les gens qui sont généralement connectés à la DZ Mafia. Donc, la DZ Mafia, dont les patrons se réclament être très français, vont influencer un petit qui a le malheur de croire que parce que le patron de la DZ Mafia s'appelle Haïfa, c'est son frère de l'immigration algérienne. Il ne comprend pas les choses. Le jour où il arrive devant Haïfa, Haïfa lui dit: mon ami, tu es ici à Marseille. Marseille, c'est pour nous. C'est nous, la France de Marseille. Et ceux qui sont à Paris sont à Paris. Il lui parle avec un ton de Marseillais virulent. Et lui fait comprendre que les affaires de l'Algérie restent en Algérie. Ça ne traverse jamais l'eau. Quand vous prenez tous les mafieux de ces quartiers-là, allez voir, moi je suis souvent leur battle. Parce que moi je suis un sociologue moderne. Hein. Je suis les choses. Non, moi je suis les battles. Quand vous suivez les battles, c'est aujourd'hui que bon, les Pete Bacardi font un peu référence parce que les Camerounais ont réussi à donner un peu plus certains influenceurs camerounais, certains artistes camerounais ont donné un peu plus de poids au Cameroun. Et ça fait que les Pete Bacardi ne font plus trop genre comme s'ils sont des enfants de la France. Mais enlevons quelques rappeurs camerounais et algériens qui sont fiers de leur pays là. Prenez les autres. Ils font des références à la France comme s'ils sont des enfants de la France. Le jeune Africain de quartier qui vit dans les mêmes quartiers que ces gars, quand il va évoluer, il a l'impression qu'il est un Français à part entière tel que le voyou le lui fait rêver. Et c'est ce voyou qui met des rêves incohérents avec le pays où il est. Il lui dit que nous sommes Français, nous sommes juste des délinquants français. Et comme nous sommes des délinquants français, nous avons le droit d'exprimer notre délinquance comme on veut ici en France. C'est notre pays à nous tous. Un mensonge. Dès qu'il va en cellule, on lui rappelle qu'on prend les statistiques, on dit non, ce n'est pas un Français. Il s'appelle Koné. Ah non, Koné, tu n'es pas un Français. C'est là où Koné même, qui est en prison, ne sait pas que son nom est déjà utilisé dans la statistique nationale pour dire que voilà un Ivoirien qui fait la délinquance en France, ou bien voilà un Malien qui fait la délinquance en France. Et donc des hommes politiques de l'extrême droite qui ont affaire à un illettrisme grandissant en France, parce qu'il y a un illettrisme grandissant en France, qui est fait baisser à la sauce de la démocratie néolibérale. Cet illettrisme-là, l'homme politique d'extrême droite, qui est lui-même un autre illettré, vous avez un peu les bardés là comme ça, des gars qui n'ont pas le QI moins 150. Il arrive à la télévision et il dit, quand on prend la statistique nationale, un gars qui a fui les cours de statistique,
et qui a même failli empoigner son professeur de mathématiques, vient vous dire que quand on prend la statistique nationale, il explique les statistiques. Hein? Quelqu'un qui a failli tuer son professeur pour les sous-moyennes qu'on lui donnait. Il dit, quand on prend la statistique nationale, vraiment, la statistique montre que les plus nombreux dans les prisons sont les Africains. Ce qu'il ignore, puisqu'il veut faire un peu de sociologie, c'est que si on va gratter, ce sont ceux qui ont cru qu'ils étaient des Français, la deuxième génération et parfois la troisième génération issue de l'immigration, qui ont été désenchantés par le rêve républicain qu'on leur vendait et le rêve d'intégration qu'on leur vendait. On leur faisait croire qu'ils seraient de bons enfants de la République et qu'ils seraient employés, alors que ce rêve est faux. À la dernière minute, les politiques d'inégalité de chance vont privilégier donc ceux qui ont la peau blanche, vont aller sur des critères raciaux. Et ils vont également prendre en compte l'origine ethnique à partir du nom. À partir de ce moment-là, vous avez donc des gens, comme la femme noire, là, la Rwandaise, là, c'est la Rwandaise qui dit tout le temps qu'elle est scandalisée par le comportement des Noirs, qui ne sont pas suffisamment scandalisés. Et on lui demande, mais madame, ta peau, c'est quelle peau? On ne comprend pas. J'ai suivi sur les réseaux sociaux, on l'a tellement lavé, comme on dit au Cameroun, on l'a lavé, repassé, rincé, séché. Cette dernière, elle n'a même plus le courage de prendre son téléphone pour faire un TikTok. Donc, vous avez donc des Noirs qui arrivent et racontent des âneries comme ça. Ce sont les Tanguy. Tanguy qui arrive devant les... Il prend des airs sérieux. Il dit que notre pays est envahi par des Noirs mal intégrés. C'est des gens comme les Kamga. Elle-même voit son nom, ça somme à Bafoussam, ça a plus de sens à Bafoussam qu'à Paris. Elle arrive là avec son Kamga, elle dit non, vraiment, ici nous sommes mal intégrés parce que nous n'avons pas suffisamment fait. Nous sommes nostalgiques de nos pays. Mais madame, votre nom Kamga est déjà une limitation dans certains recrutements. Votre nom Kamga ne vous ouvre pas toutes les portes. Même ceux qui vous flattent à la dernière minute, ils se souviennent que vous appelez Kamga. Ils disent que c'est quand même Kamga. Hein. N'oublions pas, Kamga n'est pas un nom de Val d'Oise, ce n'est pas un nom de la Haute-Savoie, ce n'est pas un nom breton, ce n'est pas un nom corse. Hein? On ne voit pas Kamga Nini. Hein? Donc on ne peut pas l'intégrer. On sera dans l'incapacité. Donc vous avez ça. Ça fabrique les délinquants. Mais on instrumentalise en disant que la statistique de la criminalité montre que les criminels sont les... Alors que les Africains issus de l'immigration ne participent pas à une augmentation de la criminalité dans les pays occidentaux. D'ailleurs, ça s'explique. Comment vous pouvez quitter votre pays si on dit même que vous avez quitté pour la famine, vous avez faim. Vous quittez votre pays, vous avez une famille ici qui compte sur vous, vous savez comment le pays on compte sur vous, vous êtes comme un lion indomptable qui s'en va défendre le drapeau. Les gens vous appellent, votre ami d'enfant vous appelle, mon frère, tu es déjà arrivé, tu es à quel niveau? Lundi, mardi, mercredi, il prend de tes nouvelles. Et quand tu arrives, premier boulot que tu trouves, ça allait voler. Ça s'explique? Non, tu ne peux pas prendre autant de risques. Avec les risques d'expulsion, surtout que tu n'es généralement pas en règle. Avec les risques d'expulsion, ce serait même inconcevable que quelqu'un vienne avoir des comportements antinomiques dans de tels pays. Ceux qui agissent de la sorte, les criminels sont pour la plupart des gens qui sont déjà intégrés. Des gens qui ont grandi dans le rêve et la désillusion de l'Occident. Et c'est eux qui deviennent donc des criminels. Et on va prendre des illettrés politiques comme les Bardella, on les place devant eux, devant un public d'illettrés également, qui a été suffisamment bombardé d'images négatives. Donc sur le narratif, vous comprenez maintenant que tout se tient. Le narratif sur l'Afrique, sur la migration, les gens quittant les pays pauvres pour aller vers les pays riches. Vous comprenez pourquoi ce narratif est abondant dans les médias occidentaux. Parce qu'il faut à la fin récupérer ce narratif et expliquer que le criminel qui arrive, c'est un pauvre Africain qui ne sait rien faire, qui n'a aucune compétence et qui vient simplement pour voler, pour piller les ressources occidentales. Et ce discours est d'autant plus en contradiction avec la vérité que quand ils veulent même appliquer une politique rigoureuse contre les migrants, je dis les premiers migrants, contre les migrants qui arrivent fraîchement en Occident,
ils se rendent compte qu'ils sont en train de vider certains boulots de leur main-d'œuvre essentielle. Tout à fait. Je prends par exemple les éboueurs. Si vous videz le personnel migrant, vous allez vider beaucoup de personnes qui s'occupent des poubelles de Paris. Si vous prenez en gériatrie, vous videz le personnel d'immigration, mais vous allez avoir les vieux là, les maisons de retraite, les EHPAD en France. Ce sera entretenu par qui? Les Français eux-mêmes, ils ont peur même de voir seulement les selles de leurs parents. Ils ne veulent pas voir leurs parents misérables. Ils ne veulent pas voir leurs parents dans des conditions de fin de vie. Comment ils vont s'occuper de leurs parents? Donc, les Occidentaux sont en contradiction avec leur discours, même sur ce qu'ils appellent le migrant porteur de criminalité. Mais pourquoi vous confiez vos parents à des gens qui sont porteurs de criminalité? S'ils sont aussi dangereux, pourquoi vous leur donnez le soin de vous, ceux qui sont la ressource la plus fragile? Pourquoi vous leur donnez ces responsabilités? Si vous touchez ces secteurs, vous allez voir des secteurs comme les petits métiers, électriciens, plombiers, qui seront vidés du personnel essentiel. Donc, c'est un discours sur les migrations qui est instrumentalisé par la droite. Pourquoi? Parce que la droite est essentiellement la grande bénéficiaire des classes ouvrières. Et Karl Marx me disait, répondre à ma question. Karl Marx disait que les ouvriers et les chômeurs les chômeurs sont une armée de réserve pour le capitaliste. Et les chômeurs permettent de faire le chantage aux ouvriers actifs. La droite utilise donc l'argument migratoire pour faire le chantage au peuple, aux populations occidentales. Exactement comme dans la description de Marx. Les migrants sont utilisés comme un outil de chantage pour le peuple occidental en disant que si vous jouez, on ouvre les vannes aux criminels africains. Vous voulez qu'ils arrivent? Le peuple dit non, on veut pas, ils sont dangereux. Les pauvres, vous voulez les pauvres? Ils vont venir, ils vont vous apporter leur pauvreté. Non, on ne veut pas. De temps en temps, on articule la menace migratoire comme étant un levier pour se donner de la consistance par la droite dans l'espace politique en Occident. Voilà comment la migration est instrumentalisée dans le discours occidental. Et maintenant, ça renforce, ça les rassure parce que ça renforce les positions capitalistiques en Occident et ça renforce le sentiment de supériorité de l'Occident sur les autres peuples, notamment sur les peuples africains. Vu que ça participe de ce discours, ils le renouvellent permanemment. La fois dernière à Ceuta, ils l'ont fait avec l'Espagne. C'était dans le but de présenter le Premier ministre espagnol comme étant l'homme qui apporte la menace africaine sur le sol européen. Et comme on sait que le peuple espagnol est déjà bien bombardé à l'idée que ce sont les pauvres et des criminels qui viennent de l'immigration, eh bien ils ont eu peur. Quand ils ont peur comme ça, on dit au Premier ministre espagnol, tu veux qu'on agite notre parapluie? Tu veux qu'on continue? On enlève? Et lui-même, vous avez vu qu'il est obligé d'ajuster son comportement en fonction de ces données. Voilà la lecture des événements de Ceuta que nous nous proposons. D'accord. C'est un phénomène migratoire, instrumentalisé par les droites occidentales, instrumentalisé par le grand capital qui pille les pays africains et utilisé comme soupape de renouvellement d'un discours xénophobe, d'un discours de domination raciale en Occident. Merci infiniment à vous, cher monsieur. Je l'ai dit d'ailleurs en off avec le président tout à l'heure, la droite semble avoir repris des ailes depuis notamment ces événements de Ceuta. On a vu effectivement toute cette droite, qu'elle soit française, italienne, bref, européenne, être quasiment en extase. Mais là, au-delà de cette pression faite notamment sur le Premier ministre espagnol, il y a que depuis les événements du 31 juillet dernier, on a comme l'impression qu'il y a un regain de tension désormais. Ce n'est que normal entre le Maroc et l'Espagne, les deux pays qui se rejettent d'ailleurs les torts au sujet de la responsabilité assumée sur cette affaire. Qui tire finalement profit, président, de ces guéguerres aujourd'hui alimentées notamment après l'événement du 31 juillet dernier? Fondamentalement, il faut saluer
la magistralité des propos de Jonathan qui a essayé de positionner l'immigration dans un point de vue général, dans l'histoire, en général et en particulier l'histoire africaine, en dégageant la dimension culturelle de l'immigration. On pourrait même qualifier ça de dimension anthropologique, dans le sens où l'immigration en tant que telle, pour comprendre ce phénomène-là en milieu africain, il faut décoloniser l'idée de l'immigration afin de bien saisir sa nature, y compris dans les dimensions théoriques, mais aussi dans la réalité historique. L'immigration comme phénomène universel est un fait qu'on peut saisir théoriquement, mais en réalité, au-delà de cette dimension, l'immigration est aussi un phénomène local, concret, local. Il a parlé de l'immigration interne. Il vous a démontré, il a dit quelque chose qui est désormais connu de manière statistique, à savoir que quand on parle d'immigration, on fait comme si toute l'Afrique s'est déportée dehors et que l'essentiel de l'immigration se fait à l'intérieur du continent. Voilà. Quand vous allez regarder même la signification de l'idée de manière encore plus approfondie, on parle même d'immigration interne à leur pays, c'est-à-dire que quand les populations passent d'une région à une autre, on parle d'immigration ou d'immigration interne au pays. Il y a le phénomène qu'on appelle d'exode rural, par exemple. On peut parler de ça. Donc, historiquement, dans l'histoire, l'immigration est un fait humain. C'est un fait humain, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'humanité sans le phénomène d'immigration. Des populations, des peuples se déplacent d'un lieu à un autre en fonction d'un ensemble de paramètres et de nécessités économiques liées à la maîtrise des ressources existentielles, des ressources vitales, n'est-ce pas, qu'il faut maîtriser pour vivre. Le peuple se déplace avec la sédentarisation et la révolution agricole. N'est-ce pas, il y a eu un phénomène de sédentarité qui va déboucher sur des États, et l'État, n'est-ce pas, émergent, les frontières vont émerger. À ce moment-là, l'immigration, sa dimension se complexifie, elle passe d'un fait simple à un fait compliqué parce que désormais il faut traverser des frontières, tout ce que cela implique, t'installer dans un pays, etc., etc. Mais malgré tout ça, la dimension que Jonathan a évoquée, le fait culturel, qu'il y a des populations en Afrique qui se caractérisent par leur caractère nomade. C'est-à-dire que ces peuples-là ne vivent pas sédentarisés. Ils vivent étant nomades. Voilà. Et dans un contexte, par exemple, où on aborde la question de l'espace et de la frontière, indépendamment des schémas coloniaux, vous appelez l'exemple des Aoussa, ils ne sont pas les seuls. Vous ne pouvez pas qualifier un peuple qui se déplace sur son territoire historique, n'est-ce pas, comme étant en train d'immigrer. Non, il se déplace parce que si vous enlevez les frontières coloniales, vous comprenez qu'il est chez lui dans un espace historique. Quand on a fini de dire ça, on revient au sujet. La question de l'Espagne, la question de Ceuta ces derniers temps, moi ça me fait rire quand j'écoute les commentaires ici et là. Il n'y a pas un sans deux, il n'y a pas un sans trois. Mais le Maroc a pour habitude de faire le chantage migratoire à l'Espagne. C'est nouveau. Il y a des faits. En 2021, c'était quoi? Et l'État marocain a reconnu que j'ai fait le chantage. Depuis qu'ils ont construit le mur sur la base d'un accord UE, Espagne-Maroc, mais le Maroc a toujours utilisé ça comme étant un levier de chantage à l'État espagnol pour contraindre celui-ci à se séparer, à abandonner sa position à l'égard du phénomène du Sahara. Donc, ce qui s'est passé là, c'est la même chose. On peut raconter ce qu'on veut, qu'on a trompé naïf, c'est la même chose. Ma démonstration, je veux faire ça de manière simple et logique. Je vais prendre la dimension statistique. Monsieur Fabrice, vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu 72 000 migrants marocains qui ont traversé pour aller à Ceuta. Et maintenant, ils sont rentrés, ils sont 70 000 qui sont rentrés. Vous avez compté ça comment? Vous avez compté ça comment? Il faut prendre les gens pour les idiots. Si vous pouvez compter, si vos statistiques sont vraies, alors il y a une police. Et ça veut dire que le phénomène est maîtrisé. S'il est maîtrisé, ça veut dire qu'on peut déplacer les migrants comme on veut et les ramener comme on veut. Il faut arrêter de prendre les gens pour les enfants.
C'est aussi simple que ça. Faut pas... L'autre, là, c'est les discours pour enfants, pour naïfs, là. Où les gens se ne perdent pas le temps à suivre des choses comme ça. Le Maroc est dans son rôle, son habitude historique. Ça, c'est la dimension, je simplifie le fait, pour que les gens comprennent. Maintenant, allons dans la dimension géopolitique. On va voir comment encore l'actualité permet de bien comprendre ce qui est en train de se passer. Les réactions de Mélanie en Italie, etc. Alors, donc j'ai démontré de façon simple, en prenant le biais de la statistique, qu'il faut arrêter de parler les gens pour les enfants. On ne peut pas compter 72 de manière aussi précise le nombre de migrants qui est parti et est revenu si vous ne contrôlez pas. Voilà, si vous ne contrôlez pas le phénomène, vous le contrôlez. Sinon, vos statistiques sont fausses, on ne prête pas attention. Vous comprenez, M. Fabrice? Voilà, très bien. Deuxièmement, j'ai rappelé que le Maroc n'est pas son premier fait. Même avant. Donc, ça dit que le Maroc a l'habitude de faire ça. Maintenant, regardez les des migrants, ce sont les capitalistes. Quand on vous parle de l'histoire de l'immigration en France, on voit très bien le rôle que le patronat français a joué. Le patronat français, comme tous les patrons du monde, importe, Fabrice, nourrit, féconde, dynamise l'immigration pour faire baisser les salaires en interne et maximiser leurs profits. C'est aussi vieux que le monde, mon cher Fabrice. Quand, aujourd'hui, est-ce qu'on peut comprendre la question de l'immigration en France, par exemple? Si on réfléchit comme Marine Le Pen, une raciste comme ça, si on réfléchit comme l'idiot de Badela, vous voyez les dirigeants politiques qui sont dans un rôle, comme je l'ai de montrer, de racisme politique assumé. Pourquoi Fabrice? C'est que quand le patronat constate, n'est-ce pas, dans ses contradictions intérieures, qu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'importer de l'immigration, qu'est-ce qu'on fait? On finance en intérieur la montée de l'extrême droite. Vous voyez une chaîne comme ce que Bolloré a en France, il ne se cache même pas, c'est décomplexé, hein? Il ne se cache même pas. Mais ça, c'est aussi dans le cadre des luttes intercapitalistes entre patrons, n'est-ce pas, à l'intérieur des espaces capitalistes occidentaux, indépendamment de la dimension globaliste, de globalisation et de mondialisation, n'est-ce pas? Il y a cette dimension-là, il y a les bagarres intercapitalistes entre patronats, divers types de patronats. Vous avez un patronat mondialisé, mon cher Fabrice, vous avez un patronat semi-mondialisé, vous avez un patronat national. En France, par exemple, la question des PME, c'est quoi? Les PME sont, comment on dit ça, en train d'étouffer sous le poids et la pression du grand capital, qui lui, n'est-ce pas, a les capacités de mondialiser son déploiement. Donc il y a ce clivage intercapitaliste, mon cher Fabrice, que les capitalistes gèrent à travers les patronats, d'une certaine manière, en jouant sur le flux les flux et les reflux de l'immigration. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle dans le jargon le solde migratoire. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Le solde migratoire, ce n'est pas seulement une question politique. C'est une question, Fabrice, fondamentalement économique. C'est-à-dire qu'à un certain niveau
Fabrice, quel est le type d'immigré qu'on accepte, d'immigrés ou d'immigrés, qu'on accepte dans un pays qui correspond aux intérêts des capitalistes et de l'État? Il y a une question de solde, mon cher, migratoire. Quand l'Allemagne vous dit j'ai besoin de 500 000 immigrés, on vous dit ça c'est public, on a besoin. Bon, vous courez, les gens courent, on va aller en Allemagne. Non. Mais vous allez en Allemagne faire quoi? Non. Attention, ce n'est pas une politique d'accueil, on n'est pas gentil. Ils ne sont pas devenus subitement, Fabrice, la teranga, la sénégalaise, ils ne sont pas devenus subitement très hospitaliers. Non. Il y a un problème économique qu'il faut résoudre. Je ne parle pas de la question du vieillissement de la population. Il y a une question qu'il faut mais on va vous présenter ça sur les visages de l'hospitalité, n'est-ce pas, etc. Mais Fabrice, quand succède à cette période-là où on a besoin de vous, une période où vous n'êtes plus utile, ce ne sont pas les patrons qui viennent vous dire que vous n'êtes plus utile. On va financer un parti d'extrême droite là, on lui donne 15 députés, 20 députés, on commence à vous dire que non, vraiment, il faut réguler ça, c'est plus normal. On fait rentrer, n'est-ce pas? On commence à faire partie l'immigration devenue inutile et qu'on va transformer ça, c'est à cause, on va le dire de façon très, très décomplexée, on va dire l'immigration choisie. Donc si on prend le cas comme la France, vous voyez, on vous dit qu'il y a un parti qui est prêt par le pouvoir. C'est dirigé par qui? M. Bardella. Non. Madame Marine Le Pen. Et qui vous dit que le problème de la France, ce sont les immigrés, particulièrement noirs? Comment est-ce que vous expliquez ça? Cette drôle de dame, une chose étrange comme ça, elle vous dit ça, elle ne vous parle jamais de comment ces immigrés sont arrivés en France. Elle ne fait pas la part entre les vagues d'immigration. Encore, ça veut dire quoi les vagues d'immigration? Il y a pas de, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi vague d'immigration? Ça veut dire quoi? Une arrivée massive de migrants. La France n'aurait pas pu se développer après les deux guerres mondiales sans la force de travail des Africains et des immigrés. Et Fabrice, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On encourageait, y compris en disant, il faut vous installer avec vos familles. Oh Fabrice, c'était l'époque de la France généreuse, la France universaliste, ouverte. Il y a un beau reportage président sur Créteil, la formation de la ville de Créteil. Créteil en 1976-1980 n'avait pratiquement pas d'habitants. Les Français qui étaient là étaient très peu. Et donc, Créteil a eu une politique d'accueil de populations migrantes. C'est comme ça que les Juifs ont d'ailleurs beaucoup investi dans l'urbanisation de Créteil et qui devaient accueillir. C'est clair et net. À partir du moment où vous êtes dans des pays où le capitalisme est le vrai patron, le capitalisme est le vrai patron. C'est très facile cette affaire-là. Parce que le politicien est une caisse de résonance des capitalistes. C'est organisé. Donc, on sait qu'on ne peut pas construire la France sans les immigrés, mon cher Jonathan. Et à l'époque, c'était encouragé. On a idéologisé ça en disant la France qui accueille, la France, les idiots comme local ont dit, oh, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je suis comme ça. Fabrice, mais quand cette période est finie, on a commencé à vous parler de vagues d'immigration. Après, vous entendez un parti qui monte, Le Pen, qui monte. Aujourd'hui, il est au bord de la prise du pouvoir. Alors, indépendamment de la gestion, on va dire, ok, Mitterrand a favorisé la montée de l'extrême droite. Ça fait rire, c'est pas Mitterrand. L'extrême droite ne commence pas en France par Mitterrand. On peut le monter depuis la guerre d'Algérie. Quand vous écoutez Le Pen lui-même parler, notre cause commune, à nous, commencer à parler. Mais la gestion des contradictions électorales en France, Fabrice, ne sont que le reflet des contradictions intercapitalistes. C'est-à-dire le patronat français, à un moment donné, va ramasser Mitterrand, qui fait semblant d'être un gars de gauche. Il n'a jamais été un homme de gauche, pour ceux qui connaissent. Mais dans une espèce d'alternance qui est organisée, il faut qu'un gars comme ça, comme Mitterrand, qui est un vrai homme de droite, et il doit arriver au pouvoir pour gérer une situation que le patronat n'arrive pas à gérer. Alors, à l'époque, non, on va dire, nous, on est anti-raciste, c'est l'époque de SOS raciste qui va monter, racisme, etc. Mais aujourd'hui, vous voyez comment la gauche française, elle-même est déchirée par le rapport à la question de l'immigration.
Et comment un parti comme le parti de Marine Le Pen peut être aujourd'hui majoritaire en France, au point où on nous dit qu'entre guillemets majoritaire en France, au point où on nous dit que bon, elle est en train de vouloir prendre le pouvoir. Quel est son programme, Fabrice? L'insécurité. L'ordre. Par rapport à quoi? Au grand remplacement. C'est-à-dire comme quoi la France est en train de perdre son identité. Tout à fait. Le peuple français disparaît, sa culture disparaît à cause des Noirs. Et cette drôle de femme politicienne, n'est-ce pas, je ne sais même pas, raciste, xénophobe, de nier toute l'histoire de la France et les responsabilités de la France, y compris dans l'immigration africaine en France. C'est-à-dire quoi? C'est valable pour la France, c'est valable pour le monde entier, Fabrice. Les peuples émigrent, les populations émigrent parce que l'impérialisme rend leur pays invivable. Il n'y a pas d'autre raison que ça. On vous dit le contraire, on vous raconte des histoires, mon cher Fabrice. Puisque même le peuple ukrainien est rattrapé aujourd'hui par cette réalité. Mais, On demande aux judeaux ukrainiens de rentrer chez eux. Mais alors, il n'y a plus assez d'argent pour prendre soin d'eux. Encore que les Français n'en ont plus assez pour pouvoir survivre. Eh bien, ils sont fatigués de dire que... Personne ne dénonce les personnes. Pendant que nous, on disait en France, oui. Vous faites qu'allouer l'argent à l'Ukraine, des milliards. Tout à fait. Donc, je voulais insister là-dessus. Il y a, bien sûr, on peut avoir les raisons principales, des raisons secondaires, Fabrice. Mais je vous dis que la principale raison, c'est le vide, c'est le pillage impérialiste qui fait que, n'est-ce pas, qui fondamentalement nourrit cette immigration, en plus du bluff civilisationnel en termes de concepts pays développés, nations riches, nations avancées, toute cette propagande qui est balancée, n'est-ce pas, sur le continent, ce déluge, ces bombes médiatiques, n'est-ce pas, ce déluge médiatique, ces bombes atomiques médiatiques qui sont déversées sur tout le continent et qui produisent une illusion de parti, mon cher Fabrice. Alors, il ne s'agit pas de nier les responsabilités internes, mais ces responsabilités internes sont secondaires. D'accord. C'est ça le problème. Bon, Marine Le Pen, quand elle parle de son immigration, ils ne vont jamais vous dire ça. Quand vous écoutez Zemmour, mais c'est un révisionniste, à la limite, Marine Le Pen, Zemmour, il célèbre la colonisation. Et vous dites que non, il faut arrêter ça. Il n'y a pas de... La colonisation était... On allait civiliser des sauvages. Ce n'est pas en France seulement. C'est toute l'Europe aujourd'hui qui est sur cette vague-là, mon cher Fabrice. Prenez les États-Unis. Le rapport de Donald Trump à l'immigration de manière fondamentale, c'est quoi? C'est quoi? Alors, comment un pays d'immigration, nous attend vanter l'Amérique, c'est un pays d'immigration, Mais Fabrice, comment ce pays d'immigration peut se retourner pour devenir un pays anti-immigration? Alors, derrière, c'est quoi? Les contradictions du capitalisme américain. Vous voyez que la désindustrialisation et la perte de repères qui s'en sont suivis génèrent une masse d'Américains inutiles, mais qui ont la puissance du vote, qui sont farouches et nerveux. Ils retournent simplement leur désarroi et leur colère sur les non-américains. Et en termes d'élection, en stratégie électorale, un parti va exploiter ça pour la campagne électorale. C'est un élément majeur du programme politique de Donald Trump. Il a mis ça en œuvre avec une sauvagerie et une brutalité qui vous choque, vous, mais qui vise à renforcer son électorat. C'est le problème. Vous allez en Afrique du Sud, c'est quoi le problème de l'Afrique du Sud aujourd'hui? C'est quoi? Mandela 2 a été incapable de régler la question de l'apartheid comme il faut. Je dis bien Mandela 2. Oui, il y a Mandela 1. Le Mandela 1, c'est celui qui a fait 25 ans pour qui j'ai du respect. On ne peut pas ne pas respecter un homme qui a fait 25 ans en prison. Mais le Mandela 2 qui sont en prison, c'est autre chose, c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez les conséquences? Les Sud-Africains sont incapables, noirs, chez eux, d'affronter la bourgeoisie blanche, raciste. Oranien, calme, paisible, personne. Très bien. Ils ne peuvent pas affronter, qu'est-ce qu'ils font? Et ça à cause de la trahison des dirigeants de l'ANC. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent les frères noirs. Et de quelle manière? Donc c'est pas seulement en Europe, c'est comme ça. De quelle manière? Donc, il est important de lier le phénomène. Il ne faut pas seulement avoir une lecture idéologique primaire de la question. Il faut lier le phénomène avec les enjeux économiques. Quand Jonathan a parlé tout à l'heure de l'immigration dans l'histoire, on a dit que les déplacements, la migration, à une époque, avaient un lien à voir avec le niveau d'avancée économique. Vous voyez? C'est-à-dire, avant la sédentarisation, mon cher Fabrice, c'était naturel. Et ça ne dérangeait personne. Mais à partir du moment où il y a la révolution agricole, ce qu'on appelle vulgairement dans l'histoire conventionnelle,
le phénomène de révolution néolithique. Avec cette révolution, Fabrice, il y a la possibilité de la sédentarisation. Et quand il y a la sédentarisation, il y a la possibilité de dépasser les primordialités ethniques dans leurs dimensions les plus basses. Parce que la sédentarité va entraîner, mon cher Fabrice, le dépassement de l'ethnie. Une fois qu'il y a dépassement de l'ethnie de Fabrice, on débouche sur le déplacement féodal, monarchique, on arrive à l'État. L'État moderne. Or, l'État moderne est caractérisé par quoi? La frontière. À partir du moment où la frontière émerge, l'idée de l'immigration change. Y compris, comme Jonathan tout à l'heure l'a expliqué, pour des peuples qui historiquement expriment que mais nous ne connaissons pas la frontière. Votre frontière, là, elle est arbitraire. Sur 100 ans, sur 200 ans, sur 300 ans, nous, voici comment nous nous déployons. C'est notre espace. Mais il y aura conflit entre cette conception culturelle, n'est-ce pas, du déplacement, de l'immigration, et la frontière étatique qui est une réalité. L'État va vouloir faire respecter ses frontières en fonction des contraintes économiques et sociales, et même politiques. L'État, Fabrice, va gérer le solde migratoire en fonction des intérêts politiques et géopolitiques. C'est ça, cet État. C'est ça, cet État. Quel est l'enjeu géopolitique ici? Le Maroc, qui longtemps réclame, n'est-ce pas, ses possessions, d'après elle estime que les possessions espagnoles, c'est Melilla et autres, parce qu'il n'y a pas que les deux. Hein. Voilà. Que ces territoires, ces enclaves lui reviennent de droit. Elle en fait une question, c'est-à-dire que de souveraineté non négociable. Et avec ça, elle fait un commerce géopolitique avec les États qui reconnaissent la marocanité, n'est-ce pas, du Sahara occidental, mais aussi, Fabrice, la possibilité pour le Maroc de récupérer, c'est qu'elle estime être ses enclaves à elle. Donc ça déplace le problème, non seulement au niveau... l'enjeu n'est plus seulement Fabrice, le Sahara occidental. L'enjeu devient une affaire mondiale parce que n'oubliez pas que, quoi qu'on dise, l'Espagne c'est Schengen. C'est Schengen, quand on dit l'Espagne c'est Schengen. C'est-à-dire l'Europe, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Ça pose un problème. Les autres fois, le Maroc a fait ses خارجين دابا بحالنا solidaires. الله يعني مازال هدفنا اكثر من شهرين يعني اللي شاف هذا الفيديو خرج بحال السلام عليكم. Elle a commencé à revenir alors. L'Italie, Non, c'était pour c'est la communication stratégique à usage interne que Meloni fait, parce qu'elle est un parti d'extrême droite, mais elle est tenue par Schengen. Donc, le Maroc lui-même sait qu'il ne faut pas qu'il aille loin, parce qu'à un moment donné, ça peut mettre en cause ses relations avec l'Europe, avec qui elle a un accord, en plus de l'accord qu'elle a avec l'Espagne. Encore que l'accord qu'elle a avec l'Espagne est parrainé par l'Union européenne. Donc il y a tous ces enjeux géopolitiques qui sont au cœur de la table, mais il y a des choses qui le Maroc explique que la situation géopolitique lui est favorable et qu'elle peut avoir de l'audace, de l'initiative pour essayer d'imposer un nouveau cadre de négociation et essayer d'avancer. Elle aura l'appui des États-Unis dans le contexte actuel, elle aura l'appui d'Israël, elle joue là-dessus, n'oubliez pas ça. Parce que le Maroc estime que si moi j'ai l'appui d'Israël, si j'ai l'appui de Donald Trump, si lui est affaibli en Europe, d'après la lecture marocaine, face à la position anti-israélienne et anti-Trump. C'est ce que le Maroc pense. Mais c'est bête parce qu'en même temps, c'est mal analysé les décompositions géopolitiques qui travaillent le monde en croyant toujours que, ok, l'Occident sera toujours le plus fort. Quand je parle d'Occident, je veux dire les États-Unis et Israël. Merci infiniment à vous, cher monsieur, même si on tentera dans ça un peu plus. Quelle sera donc la suite à donner, notamment au sujet peut-être du statut international que prendra bien entendu ce Sahara occidental, c'est d'autant plus qu'on a vu un rapprochement très avancé entre Madrid et Alger. Quand on sait effectivement la position algérienne sur la question du Sahara occidental, on peut comprendre véritablement que là, certaines personnes. on peut comprendre que les jours qui arrivent vont forcément peut-être redéfinir, en tout cas, peut-être pas la cartographie, mais tenter de rééquilibrer
équilibrer le rapport des forces sur l'avenir, notamment du statut à donner à ce Sahara occidental, ce d'autant plus qu'il y a un référendum d'autodétermination, cette fois-là initié, encadré par les Nations Unies, porté par l'Espagne, qui n'est pas encore en tout cas mis en application. Merci monsieur, on n'a pas la prétention d'avoir tout dit, mais nous donnons les... Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.